Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode d'Historiapolis consacré à la vie et au parcours du cardinal de Richelieu. Un parcours individuel, mais qui est aussi d'une certaine manière celui de la France dans la première moitié du XVIIe siècle, tant l'influence de Richelieu atteint un niveau inégalé. Et justement, après avoir vu ensemble dans les deux premiers épisodes de la série la jeunesse de l'évêque de Luçon, sa formation, ses premiers discours aux États généraux de 1614 et son ascension auprès de la reine-mère Marie de Médicis dans le cadre du gouvernement Concini, puis son exil en terre avignonnaise et enfin son retour dans les cercles d'influence couronné par son accession au titre de cardinal, nous allons retracer dans ce troisième volet la manière dont Richelieu va réussir, dans la décennie 1620, à s'imposer comme presque seul maître du pouvoir français et à entrer dans l'histoire à la suite d'épisodes restés mémorables dans la longue durée du royaume de France. À la fin du dernier épisode, nous avions évoqué comment, à la suite de la bataille des Ponts de Cé en août 1620, les grands princes du royaume mis en déroute, Richelieu était parvenu à revenir en grâce auprès du roi, faisant figure de grand pacificateur entre le camp de la reine-mère et celui de son fils Louis XIII. Cette accession au pouvoir confirme en tout cas une chose. C'est dans les situations de rupture que se révèlent les grands hommes. Et pour Richelieu, comme pour De Gaulle quelques siècles plus tard, c'est l'insoumission à l'ordre en place et la capacité à forcer le cours de l'histoire qui les a propulsés à la tête de l'État. Échappant de peu à la disgrâce, Richelieu se retrouve donc en cette année 1620 au cœur d'un pouvoir de fait quadricéphale, composé bien évidemment de Louis XIII, qui demeure la figure la plus importante du royaume qu'il faut à tout prix servir, de son conseiller Luynes, de Marie de Médicis, revenue à Paris, et de lui-même, chef du conseil de la reine-mère. Le tout nouveau cardinal sait qu'il n'est pas très apprécié par le roi. Il doit donc gagner sa confiance et, pour ce faire, doit gagner le respect des deux autres membres de ce pouvoir officieux, Luynes et la reine-mère. Pour le moment, Luynes reste l'homme fort de l'État. Louis XIII lui donne carte blanche sur tous les sujets, lui qui n'aime que la chasse et semble enfin s'épanouir avec sa femme, la reine Anne d'Autriche. On doit à ce moment rappeler la similarité des personnages de Luynes et de Concini, leur vénalité, leur autoritarisme. En fin de compte, il n'y a que deux grandes différences. Luynes est français, et il s'appuie sur la faveur du roi. Et c'est peu dire que la situation de la France est précaire à ce moment-là. À l'intérieur, les rébellions n'ont jamais vraiment été matées sur le fond et le parti protestant connaît une renaissance aussi surprenante que violente. Tout va partir du Béarn, marge instable où les oppositions religieuses à couteau tiré n'ont jamais pu être apaisées depuis le règne d'Henri IV. Au niveau international, l'éclatement de la guerre de 30 ans va rapidement se révéler un sérieux péril pour le royaume. Entrons donc dans le détail de ces deux grands problèmes pour la France. Sur le plan intérieur, penchons-nous sur les rébellions protestantes. En fait, les guerres issues du problème béarnais vont constituer le dernier grand épisode des guerres de religion en France, qui dureront près de 10 ans et se finiront plus au nord, à La Rochelle en 1628. Le Béarn avait été une possession de la Navarre, dont avait été reine Jeanne d'Albret, la mère d'Henri IV dans les années 1560. Jeanne, calviniste fanatique, avait déchu de tous ses droits l'Église catholique sur ses terres, et ce bannissement avait perduré après sa mort en 1572, peu de temps avant la Saint-Barthélemy. À partir du règne d'Henri III et jusqu'à celui de Louis XIII, la question de rétablir les droits de l'Église catholique en Béarn avait agité tant les rangs catholiques que protestants dans tout le royaume. Henri IV, embarrassé, avait laissé traîner et la régence avait eu tant de problèmes qu'elle n'avait pas non plus pu régler la question. Louis XIII, beaucoup plus fermement catholique que son père, est bien décidé à rétablir les droits des catholiques. Au vu de la situation internationale, toute initiative du roi en ce sens serait interprétée par les nations protestantes comme un positionnement officiel d'une France pour l'instant restée à l'écart des hostilités. En fait, la France n'entrera directement dans cette guerre qu'assez tardivement, notamment grâce à l'habileté de Richelieu. Partisan comme lors des rébellions des Grands de l'Ouest de la manière forte, le roi ne peut pas compter sur l'éternel pacifiste Luynes, mais obtient sans réserve celui de Richelieu. Il se rendra lui-même en Béarn pour soumettre les gouverneurs qui avaient reçu son envoyé avec mépris. À la fin de l'année 1620, c'est chose faite, et facilement. Tous les chefs protestants béarnais se soumettent.
Mais cette soumission pacifique va provoquer une conflagration dans toutes les autres places fortes protestantes. La Rochelle organise immédiatement une assemblée illégale au terme de laquelle il est déclaré que les protestants se doteront d'une organisation militaire autonome. Il s'agit purement et simplement d'une sédition. N'oublions pas à quel point le contexte international joue dans ce soudain déclenchement de fanatisme protestant. En février 1621, dans le Vivarais, les factions protestantes s'emparent de Privas. Le roi se rend lui-même sur place pour écraser la révolte, faisant de Luynes le chef des forces royales et du duc de Lesdiguières, gouverneur du Dauphiné, pourtant lui-même protestant, son maréchal général de camp. Mais Luynes se révèle un piètre chef de guerre. En dépit de la réussite de l'action de Privas, l'armée royale s'enlise ensuite quand elle prend la direction du sud-ouest. Richelieu avait prudemment recommandé au roi d'arrêter ici les opérations, mais Louis XIII, grisé, avait décidé de faire taire toute opposition dans une région vaste et pas très bien contrôlée. Plusieurs batailles sont perdues. À La Rochelle, de nombreux bateaux royaux sont coulés par les protestants. Luynes tente de négocier, et non seulement s'en révèle incapable, mais n'écoute désormais plus les ordres du roi. La fin de l'année 1621 est une longue déliquescence entre un roi inaudible et un Luynes entêté, autocrate et bouffi d'orgueil dont le dernier coup d'éclat sera, en vengeance de ses défaites, de faire brûler, piller et massacrer la petite ville protestante et sans grande défense de Montheure, non loin d'Agen. En effet, Charles d'Albert, duc de Luynes, meurt opportunément le 15 décembre 1621 de la fièvre pourpre à côté de Marmande. La mort de l'un faisant les affaires de l'autre, Richelieu, qui a toujours dans cette affaire tenu les positions qu'il fallait, apparaît comme une relève de plus en plus sérieuse. Du côté protestant, la victoire contre l'armée royale lors du siège de Montauban a fait du duc Henri de Rohan le chef incontesté du camp huguenot durant ces rébellions. Au niveau international, regardons ce qu'il se passe au déclenchement de la guerre de 30 ans. Tout commence avec la défenestration de Prague le 23 mai 1618. L'empereur germanique et roi de Bohême Mathias Ier, qui n'avait pas de successeur officiel à ces deux fonctions, décide que son héritier devait être l'archiduc d'Autriche et roi de Hongrie, un Habsbourg catholique proche des jésuites, Ferdinand, qui régnera sous le nom de Ferdinand II. Le célèbre système de désignation de l'empereur dans le Saint-Empire fonctionne par élection. Les 7 électeurs sont 3 ecclésiastiques, qui votent donc forcément pour un catholique, 3 princes protestants, l'électeur de Saxe, l'électeur de Brandebourg et l'électeur palatin, et le roi de Bohême. C'est donc ce dernier qui tranche réellement entre le choix d'un protestant ou d'un catholique à la tête de la Bohême et du Saint-Empire. Or, ce petit royaume est à couteau tiré entre les protestants majoritaires dans la population qui souhaitent le protestant Frédéric V du Palatinat, donc l'électeur palatin, comme roi de Bohême, et le très puissant camp catholique qui soutient Ferdinand. Comme souvent dans ce genre de cas, c'est un petit incident, particulièrement ridicule pour le coup, qui va provoquer un embrasement à l'échelle de toute l'Europe. Le 23 mai 1618, donc, 2 nobles catholiques sont jetés depuis une fenêtre à Prague par la foule protestante. Ils ne sont même pas blessés, mais cet incident fait exploser la guerre civile en Bohême où les deux camps sont très équilibrés. Au départ, les réactions européennes sont mesurées. Même les nations protestantes ne soutiennent pas ce coup d'éclat. La réaction des nations allemandes et de l'Angleterre est plus que mesurée. Seuls les protestants sous domination, c'est-à-dire les huguenots en France ou les calvinistes hollandais sous domination espagnole, se réjouissent publiquement. Finalement, Frédéric V est bien élu roi de Bohême, mais c'est Ferdinand II qui est élu par le Conseil à l'unanimité empereur du Saint-Empire. En effet, les électeurs protestants se sont finalement convaincus que laisser le trône à Ferdinand serait un cadeau empoisonné qui leur laisserait bientôt la place dans un monde germanique où les tensions allaient nécessairement déboucher sur une guerre généralisée. Mauvais calcul, car si l'explosion va effectivement avoir lieu, c'est en premier lieu les forces catholiques qui vont en récolter les fruits. En effet, la Bohême, peu après la mort de Mathias et l'élection de Ferdinand en 1619, s'embrase et les forces protestantes de Frédéric V sont écrasées par les Austro-Espagnols et leurs alliés catholiques allemands à la bataille de la Montagne Blanche en novembre 1620. Frédéric est déchu de son trône de Bohême et Ferdinand le récupère. Dans ce contexte,
La France, qui reste neutre militairement, n'arrive pourtant pas à se détacher de son alignement diplomatique sur l'Espagne, hérité de la reine-mère, ce qui lui est plutôt préjudiciable car non seulement la France n'obtient rien, mais la puissance dangereuse des Habsbourg ne fait que croître. Mais revenons en France et penchons-nous sur la situation personnelle de Richelieu. Après l'accalmie de 1620, les relations entre Richelieu et Luynes s'étaient de nouveau dégradées, tandis qu'elles s'étaient légèrement améliorées avec le roi. Richelieu avait tenu les positions les plus habiles, tandis que Luynes s'était enfermé dans une position contradictoire d'opposant à la répression des protestants, devenu malgré lui un mauvais chef de guerre. Pour des raisons mal connues, mais peut-être liées à la jalousie et au sentiment de perdre pied, Luynes va tout faire pour tenter de faire payer à Richelieu cette situation, notamment en retardant au maximum la nomination de Richelieu cardinal. C'est finalement chose faite à Lyon le 22 décembre 1622, tandis que, réussissant par l'intermédiaire de la reine-mère à se faire nommer au conseil du roi, mais sans droit de vote, Richelieu tente d'influencer le souverain en faveur d'une intervention militaire en Valteline, une vallée des Alpes italiennes, où les Espagnols ont outrepassé toutes les règles diplomatiques, attaquant militairement les Grisons, un canton suisse, pourtant allié de la France. Il s'agit en effet pour l'Espagne de régler deux problèmes. La traversée des Alpes pour leurs armées qui se rendent en Hollande pour lutter contre les rébellions hollandaises, et soustraire aux Grisons protestants une vallée catholique. Après la mort de Luynes, les choses vont plutôt mal. Le gouvernement dominé par Sillery s'enfonce dans l'autocratie tandis que le roi devient de plus en plus misanthrope, miné par les fausses couches de sa femme et la tension grandissante de ses relations avec cette dernière. Mais Sillery est vite miné par une affaire de pot de vin et Richelieu apparaît, au début de l'année 1624, comme un recours évident. Si la majorité des grands du royaume lui sont plutôt hostiles, les documents de félicitations à la nomination du cardinal au poste officieux de Premier ministre, il est officiellement membre du Conseil du roi, au même titre que d'autres fonctionnaires, mais il est évident qu'il est la personnalité qui le domine largement, et ce dès le début. Ces documents de félicitations montrent bien quelle catégorie de la population soutient l'ascension politique de Richelieu. La bourgeoisie urbaine et les hauts fonctionnaires d'État, associés à quelques grands du royaume, majoritairement protestants, et une partie des ecclésiastiques. Une fois écarté son dernier concurrent sérieux, Charles de la Vieuville, Richelieu s'attelle à sa grande tâche de chef du gouvernement de la France. Deux priorités au niveau extérieur, régler l'affaire de la Valteline, où la France avait été humiliée par l'Espagne, et se rapprocher de l'Angleterre. Au niveau intérieur, il faut brimer l'arrogance des grands sans les humilier, et par ailleurs, Richelieu se permet de s'adresser personnellement au roi, avec une franchise étonnante, presque en posant ses conditions. Les nouveaux ministres que Richelieu a tous réussi à imposer, provenant de son cercle le plus proche, ont interdiction formelle de cacher quoi que ce soit ou de propager des rumeurs, sans quoi ils seront impitoyablement sanctionnés. En échange, le roi ne doit accorder de confiance qu'à eux et communiquer avec eux de préférence. Sur le plan personnel, le roi doit se rapprocher de sa femme afin de régler la question du dauphin. Si Richelieu fait preuve d'une témérité toujours respectueuse, Louis XIII fait lui preuve d'une étonnante capacité à refouler son orgueil. C'est d'autant plus étonnant qu'il s'est rarement montré aussi souple et mature dans sa capacité à encaisser la critique. En 1624, le roi a 24 ans et Richelieu 39. Le roi accepte ses torts et la relation entre ce dernier et Richelieu, pour la première fois vraiment directe, est rapidement marquée par la franchise et le respect mutuel. Au pouvoir donc à partir de 1624, Richelieu gère avec brio l'affaire de la Valteline. Les forces pontificales au service de l'Espagne en sont chassées par l'intervention franco-suisse en février 1625 et la France réussit à ne pas s'aliéner le Saint-Siège par une politique de dialogue constant. L'émissaire spécial de Richelieu auprès du pape dans cette affaire est le père Joseph, qui par son intelligence réussit à conforter les intérêts de la France tout en ménageant le pape Urbain VIII. Les Espagnols, ayant conscience d'avoir été dans l'excès, font profil bas sans trop se vexer pour autant de cet affront. À La Rochelle, de son côté, le duc de Rohan se dirige dangereusement vers la constitution d'un État protestant sécessionniste et se voit au départ soutenu dans ses vues par l'Angleterre et l'Espagne. Là encore, Richelieu convainc ces deux nations de ne pas intervenir et persuade même les Anglais de jouer le rôle d'arbitre pour établir une paix avec les protestants, ce qui arrive en 1626.
Cela ne règle pas grand-chose dans le fond, car les velléités séparatistes demeurent et le problème Rochelet n'est que renvoyé à plus tard. C'est alors que survient, en 1626, une affaire extrêmement périlleuse pour Richelieu. On la connaît aujourd'hui sous le nom de conspiration de Chalais. Le détail de cette affaire est très complexe. Synthétiquement, il s'agit, au début, on l'a évoqué, d'une complication des rapports entre le roi et la reine qui va dégénérer en véritable conspiration contre Louis XIII. Au cœur de cette affaire, la duchesse de Chevreuse, Marie de Rohan, veuve de Luynes qui souhaite se venger du souverain. À la suite d'une des fausses couches de la reine, Louis XIII avait banni la duchesse de la cour, car il l'estimait responsable de la fausse couche. Celle-ci avait en effet fait courir la reine dans les jardins, la reine était tombée et avait perdu son enfant. Marie de Rohan était une femme turbulente et très portée sur les affaires de cœur, ce qui ne plaisait pas beaucoup au très réservé souverain. Rongée par la volonté de revanche à l'égard du roi, la duchesse réussit à revenir à la cour, attisant l'aigreur de la reine à l'égard de son mari, et tente de la tirer dans des affaires de cœur avant de projeter tout simplement d'écarter Louis XIII du trône. Son instrument, Gaston d'Orléans, le petit frère du roi. D'un tempérament radicalement opposé à son frère, Gaston est un être impulsif, extraverti, jaloux et influençable. Mais il est aussi et surtout le premier héritier du trône, tant que le roi n'a pas d'enfant. Richelieu entreprend donc de le marier rapidement, afin de le calmer et de l'éloigner de la reine et des intrigues permanentes de la duchesse de Chevreuse, car celle-ci a pour projet de faire assassiner Richelieu, principal allié du roi, pour ensuite faire passer le roi pour fou, le déposer et mettre Gaston sur le trône qui se marierait avec Anne d'Autriche, sa meilleure amie. La duchesse utilise pour ce faire un jeune homme amoureux d'elle, le comte de Chalais, qui sera chargé d'assassiner Richelieu. Le roi et le cardinal découvrent cette conspiration au dernier moment car Chalais, qui regrette, décide de tout avouer. Rien ne se passe initialement et Gaston doit se marier avec Marie de Montpensier comme prévu par Richelieu, mais juste avant le mariage, Chalais, de nouveau retourné par la duchesse, décide de prendre la fuite avec Gaston d'Orléans. Un rival de Chalais, Roger de Gramont, le dénonce au roi, alléguant qu'il veut l'assassiner. Il est probable que ce ne soit pas vrai, mais l'occasion était trop belle. Cette fuite à deux, pathétiquement préparée, ne va pas bien loin. Les deux sont arrêtés, et, à travers Chalais, il s'agit surtout de faire payer Gaston pour ses manigances en vue de prendre le trône. Chalais est condamné à mort et exécuté le 19 août 1626. La duchesse de Chevreuse s'en tire extrêmement bien, de nouveau condamnée à un exil qui ne durera que 2 ans, notamment parce qu'elle entretient d'excellents liens avec la noblesse anglaise, et que la France, dans la lutte qui va se mettre en place peu à peu contre l'Espagne, ne peut pas se permettre de trop s'aliéner l'Angleterre. Cet épisode d'affaires sentimentales est certes tortueux, mais il est important à relater car il est le premier de longs rebondissements qui, pendant près de 20 ans, verront de nombreux conjurés chercher à faire disparaître Richelieu et à saper l'autorité du roi, autour de la personne frivole et tyrannique de Gaston d'Orléans qui, rappelons-le, sera le grand meneur de la Fronde après la mort de Louis XIII. L'assassinat manqué de Richelieu l'a définitivement rendu plus fort. À partir de la fin 1626, après l'exécution de Chalais, se met en place un véritable triumvirat qui gouvernera la France sans nuage pendant plusieurs années. Le trio Louis XIII, Richelieu, Marie de Médicis, le roi s'étant pleinement réconcilié avec sa mère à la faveur de sa brouille avec sa femme. Au même moment, il faut signaler la mort du duc de Lesdiguières, connétable de France à 83 ans, modèle de dévouement à la couronne, à la manière de Richelieu. C'est à ce moment que la fonction de connétable est supprimée, renforçant la monarchie dite absolue en ce qu'elle consacre un pouvoir direct du souverain sur les forces armées. En fait, la séquence 1626-1632 va marquer un bond considérable à l'instigation de Richelieu, tant dans l'aspect de modernisation de l'État que dans l'aspect, pour reprendre l'expression du sociologue Norbert Elias, de civilisation des mœurs. La modernisation de l'État se fait par la continuation de la politique d'abattement des forteresses, la réorganisation de l'armée, avec entre autres la formation des premières compagnies de mousquetaires, déjà créées en 1622 mais qui prennent désormais leur vraie ampleur, l'orientation dirigiste du commerce national et la modernisation des flottes marchandes et militaires. Les progrès de la civilisation trouvent leur symbole dans une application désormais impitoyable de l'édit interdisant les duels. Bouteville,
un duelliste invétéré qui a outrepassé de nombreuses fois l'interdiction et purement et simplement exécuté le 22 juin 1627. Mais pour affirmer l'autorité de l'État, il faut frapper très fort contre toutes les velléités séparatistes, égoïsme et particularisme. Ceci nous conduit tout droit à La Rochelle. Le duc de Buckingham, déjà compromis dans l'affaire de Chalais, car la duchesse de Chevreuse avait tenté de le coucher dans le lit de la reine de France, se prenant pour l'équivalent britannique de Richelieu, commandant de la flotte anglaise, fait diriger 90 navires à proximité de la cité protestante pour prendre l'île de Ré en 1627. Nul ne sait si c'est par vengeance contre le roi de France à cause du dépit amoureux et de sa tentative ratée de relation avec la reine, ou par baroud d'honneur car sa popularité en Angleterre était au plus bas, mais il réussit à convaincre le roi Charles Ier de l'utilité de l'expédition. Mais sa tentative de prendre l'île de Ré se solde par un cuisant échec. Lâchés par leurs uniques alliés, les Rochelais se lancent dans une tentative désespérée de résister au siège méthodique doublé d'un blocus maritime que va mettre en place Richelieu. Cependant, les Anglais reviennent en mai 1628 à la charge avec une flotte plus grande encore. On ne sait toujours pas aujourd'hui pourquoi les navires anglais arrivant devant La Rochelle décident de faire demi-tour. Est-ce par manque d'audace ou par peur devant l'impressionnant déploiement des fortifications édifiées par Richelieu? Les historiens anglais pensent davantage que le commandant de cette nouvelle flotte, Lord Denbigh, a été grassement soudoyé par Richelieu pour abandonner ses initiatives, ce qui n'est pas impossible. Toujours est-il qu'en octobre, après de terribles pertes, c'est-à-dire plus de 20 000 morts, et il ne reste plus que 5 000 habitants dans la ville, La Rochelle se rend. Son maire emblématique, Jean Guiton, est exilé en Angleterre, et il reviendra cependant en France dans les années 1630 et servira honnêtement dans l'armée royale. Les Rochelais restants sont plutôt bien traités, mais la ville de La Rochelle, dans une habitude classique de Richelieu, perd toutes ses fortifications à l'exception des fortifications maritimes. Restent deux problèmes importants. Le dernier foyer de rébellion protestante dans le Languedoc et l'expansionnisme espagnol qui vise toujours plus à l'hégémonie en Europe. Les deux sont parties liées car les Espagnols, qui se prétendent champions de la cause catholique, n'ont aucun problème à soutenir les protestants du sud de la France quand il s'agit de déstabiliser le royaume qu'ils considèrent comme leur principal obstacle. Ainsi, Richelieu rédige-t-il un avis au roi, le 13 janvier 1629, d'une importance capitale, car il s'agit d'un exposé de politique générale qui définira les grands principes du cardinal sur les 13 dernières années de sa vie. Voilà les principaux points résumés par Michel Carmona dans sa biographie de Richelieu. À l'intérieur, le programme est simple. Il s'agit avant tout de maintenir la paix. Le roi doit réprimer sans faiblesse les révoltes de ses sujets, quand bien même elles s'abriteraient derrière des raisons confessionnelles. Il convient aussi de réprimer avec la plus grande fermeté les révoltes qui auraient des justifications civiles, telles que l'appétit des grands. C'est dans cette perspective que se situe la nécessité de raser toutes les places qui ne sont pas indispensables à la sécurité du royaume. La vénalité et l'hérédité des charges limitent l'autorité royale. Richelieu considère l'abolition de la Paulette comme un objectif prioritaire qu'il croit possible de réaliser dans un délai d'1 an. Il faut également améliorer la gestion financière du domaine royal et s'appliquer à ne mettre à la tête des évêchés que des personnes sages et capables. À l'extérieur, un seul objectif, mais il est essentiel, vital même pour la survie du royaume, arrêter le cours des progrès espagnols. Obsession de l'encerclement de la France par la maison d'Autriche, souci majeur de Richelieu. C'est la raison pour laquelle la France veut s'ouvrir des accès de partout au niveau terrestre ou maritime, non seulement pour s'offrir aux petits États européens comme protectrices, comme garantie de leur liberté, mais aussi pour se libérer de la pieuvre espagnole. Pour Richelieu, il est évident que la France doit consolider en premier lieu ses frontières de l'Est. C'est pourquoi il faut fortifier Metz, et il faudra à terme prendre l'Alsace et la Franche-Comté, voire aller jusqu'en Suisse et en Italie du Nord. Mais Richelieu et Marie de Médicis divergent sur les priorités. Pour la reine-mère, il faut à tout prix réduire la rébellion languedocienne en premier lieu. Pour Richelieu, il faut d'abord affaiblir l'Espagne, en frappant ses visées expansionnistes en Italie, où Madrid s'est allié avec la Savoie pour empêcher à un duc français l'héritage du duché de Mantoue. L'assurance avec laquelle Richelieu impose ses vues au roi, notamment en mettant comme à chaque fois sa démission dans la balance, vexe profondément la reine-mère,
qui ne dit rien, mais jure de se venger quand l'occasion se présentera. Le 15 janvier 1629 est lancée l'expédition, à laquelle prennent part personnellement le roi et le cardinal, visant à faire plier la Savoie. Elle s'étend jusqu'à la mi-mars. Le Val de Suse, qui débouche sur Turin, est occupé par la France qui en expulse les Savoyards. Ces derniers, contraints à la négociation, acceptent un retournement d'alliance et s'allient à la France ainsi qu'à Venise afin de former une ligue défensive en Italie du Nord contre l'Espagne. Par ailleurs, les Anglais décident d'accepter la restauration de l'alliance franco-britannique. Tout étant en bon ordre de ce côté, l'armée française pivote et se dirige vers le Languedoc contre l'armée du duc de Rohan. Celui-ci, depuis plus d'un an, agissait en véritable chef d'État. Rohan a mis sur pied une armée d'une dizaine de milliers d'hommes, pour la plupart des montagnards originaires des Cévennes, bons marcheurs et durs à la fatigue. Devant l'armée du roi, cependant, les rebelles ne sont pas en mesure de résister bien longtemps sans appui extérieur. Le duc signe le 3 mai 1629 un traité d'alliance avec l'Espagne. C'était la faute à ne pas commettre, car cet acte donne à la révolte du Midi protestant une dimension politique grave. Le traité entre Rohan et l'Espagne ne servira à rien sur le plan militaire, en raison de la rapidité des opérations menées par Louis XIII. Pressé par les principales communautés protestantes d'invoquer la grâce du roi, Rohan finit par s'exécuter. Le 28 juin 1629, c'est la paix d'Alès, dite également Édit de grâce d'Alès. L'édit de grâce d'Alès ferme l'interminable chapitre des guerres de religion. Désormais sujets loyaux du roi de France, les réformés ne vont plus bouger jusqu'au jour où Louis XIV commettra la faute de révoquer l'édit de Nantes. Les clauses de la paix sont simples. Sur le plan religieux, les protestants obtiennent gain de cause. Une amnistie générale leur est accordée et l'exercice du culte leur est autorisé partout où le prévoyait l'édit de Nantes. Les écoles protestantes sont rétablies. Le roi s'engage à contribuer financièrement à leur entretien. Enfin, même sur le plan moral, satisfaction est donnée aux protestants. On ne parlera plus de la religion prétendument réformée, et il sera interdit d'appeler par dérision ces adeptes du nom de Huguenots ou de Parpaillots. Mais les clauses politiques de l'édit de Nantes sont définitivement supprimées. Les protestants perdent le droit de tenir des assemblées autres que religieuses et doivent renoncer à leur dernière place de sûreté. La grâce d'Alès marque la fin du parti protestant en tant que tel. Mais les choses se gâtent de nouveau en Italie. L'armée espagnole prend Mantoue de force, ainsi que la place forte de Casal Monferrato, Casal en français, qui verrouille l'accès à la plaine du Pô. Tout est à refaire, et tandis qu'à la fin de l'année 1629, Richelieu a été nommé par le roi en bonne et due forme seul Premier ministre, la colère de la reine-mère qui sent son influence s'effondrer redouble. Elle veut désormais ouvertement faire tomber le cardinal. Tout au long de l'année 1630, tandis que l'affaire italienne traîne en longueur, que la peste et la dysenterie ravagent les armées françaises, les choses empirent pour Richelieu. Malade depuis des mois, le roi, stationné à Lyon en base arrière du commandement des armées, voit son état de santé se dégrader gravement. La fin de l'année 1630 va être décisive dans le règne de Louis XIII et le ministère de Richelieu. Le 29 septembre 1630, le souverain est au bord de l'agonie. Toute la cour est en ébullition et autour de la reine-mère organise la succession et de manière on ne peut plus visible l'éviction et l'humiliation futures de Richelieu. Marie de Médicis tente au bord de son lit de mort de faire renvoyer Richelieu par Louis XIII. Même à l'article de la mort, ce dernier refuse. Et le miracle se produit le 30 septembre et le roi se rétablit peu à peu. Autre bonne nouvelle, l'armée française a pu reprendre sa route vers l'Italie et grâce à l'intermédiaire romain du cardinal Jules Mazarin, la paix est signée à Casal et les Espagnols désinvestissent la ville ainsi que Mantoue. Ce n'est que partie remise. Le 10 novembre 1630 a lieu la journée des dupes. Marie de Médicis décide sans crier gare de couper tous ses liens avec Richelieu et de ne plus avoir affaire à lui. Ainsi met-elle le roi face à un dilemme définitif. C'est elle ou lui.
Après la célèbre entrevue avec le roi dans la chambre de la reine-mère, dans laquelle Richelieu parvient à s'introduire alors que toutes les portes étaient supposées être fermées, le roi décide de s'en aller à Versailles. En fin de journée, il fait son choix. Ce sera Richelieu. D'abord exilée à Compiègne, Marie de Médicis parviendra à s'échapper au début de l'année 1631 et s'enfuira vers les Pays-Bas espagnols puis le Saint-Empire. Elle ne remettra jamais les pieds en France. Cette journée célèbre du 10 novembre 1630, cruciale dans l'histoire de France, est traitée dans le livre de Georges Montgrédien, qui fait partie de la fameuse et excellente collection de Gallimard, Les journées qui ont fait la France. Mais en 1631, le théâtre principal de la guerre de 30 ans n'est pas l'Italie. C'est bien le nord de l'Allemagne qui est durement éprouvé par les spectaculaires progrès des armées suédoises protestantes de Gustave II Adolphe, au point que les États catholiques du sud du Saint-Empire déclarent une mobilisation de leurs armées. La France en profite pour avancer ses pions, prétextant une mobilisation contre les Suédois, mais en réalité se préparant à investir le duché de Lorraine, qui jouait un jeu dangereux depuis plusieurs années et servait de base arrière à tous les grands complots organisés contre le roi et Richelieu par la duchesse de Chevreuse et désormais par Marie de Médicis. Mais cette intense séquence de 7 ou 8 ans, les dernières années de la vie du cardinal de Richelieu, nous la traiterons dans la 4e et dernière partie de cette série. Elle correspond en fait à l'implication directe de la France dans la guerre de 30 ans, conflit majeur de l'histoire européenne, à l'instar de la guerre de 100 ans, de la guerre de 7 ans, des guerres napoléoniennes ou encore des guerres mondiales. Car cette guerre de 30 ans, qui commence donc en 1618 et finit en 1648, 6 ans après la mort de Richelieu et 5 ans après celle de Louis XIII, va poser les conditions favorables à l'hégémonie de la France sur la plus grande partie de l'Europe et au règne absolu du roi Soleil Louis XIV. Voilà donc pour cet épisode de la vie du cardinal de Richelieu, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le liker, le commenter et le partager. Et à bientôt sur Historiapolis.